Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Abdelhaq. Je vais essayer de vous présenter ici un cours d'arabe sous forme de modules. 5 ou 6 modules, 6 modules si on compte aussi le suivi. C'est vraiment pas dans un but lucratif que je vais le faire, mais c'est pour répondre à une certaine demande qui m'a été faite par des amis. Alors, avant de détailler le cours, je vais faire une introduction. Une introduction qui s'impose parce que avant ça, j'avais donné les cours d'arabe pour les petits, pour les jeunes. Mais j'ai constaté que la méthode suivie avec les jeunes et avec les petits ne sera pas adaptée pour des adultes. Pourquoi ? Pour la simple raison que les petits et les jeunes en général, ils ont largement le temps, donc on peut prendre notre temps à leur expliquer doucement jusqu'à ce qu'ils acquièrent tout ce qu'il faut. Ils ont donc le temps, leur mémoire est assez elle n'est pas chargée, donc ils peuvent s'appuyer sur la mémoire pour acquérir tout ça. Pour un adulte, c'est tout à fait différent. Un adulte, il n'a pas beaucoup de temps, et il n'a pas aussi donc sa mémoire est saturée, si on peut dire. Donc il faudra surtout développer une méthode avec un peu de raisonnement, et un peu d'explication. C'est pour cela, en cherchant cette méthode, j'ai vu qu'une introduction sur l'évolution de la langue à travers l'histoire s'impose. Dans cette introduction, ça ne sera pas un exposé, comme on dit, académique. Ça sera surtout basé sur des suppositions, des hypothèses, des constatations que j'ai faites moi-même pour essayer d'expliquer ce phénomène qui est le langage et la langue tels qu'ils se sont produits dans l'histoire. Alors pour ça, j'ai fait une première constatation, je dirais capitale. Cette constatation est la suivante, c'est que la langue, toute langue, arabe, français, anglais, a deux formes. C'est comme une pièce de monnaie. C'est l'exemple que j'ai trouvé le plus simple. Une pièce de monnaie a deux faces. Pile et face. La langue a deux formes. Une forme phonétique qu'on entend et une forme graphique qu'on écrit. La forme graphique, c'est la forme d'écriture. La forme phonétique, c'est le langage qu'on utilise tous les jours, à travers le téléphone, entre les amis, quand on parle dans la rue. Ça, c'est la forme phonétique. La forme phonétique, c'est la forme la plus originale. C'est la plus importante. La première que l'être humain apprend en sortant à la vie. C'est celle qui représente
la propriété humaine. Elle est caractéristique de l'être humain. Il n'y a que l'humain qui parle. Bon, les animaux communiquent, mais ils ne parlent pas. L'être humain parle. Et pour expliquer ce qui s'est passé à travers l'histoire pour le langage, pour la forme phonétique, moi j'ai un exemple vivant devant moi. C'est un bébé. Ben, regardez bien un bébé comment il sculpte l'environnement autour de lui. Il fixe ses yeux, il fixe ses oreilles, il fait attention à tout mouvement des adultes pour essayer de les imiter. Et petit à petit, il commence à bouger sa langue, cette langue qui doit bouger pour parler. Donc petit à petit, il sort d'abord une lettre, puis après 2 lettres, bien sûr du même phonétique. Au début, il dit ba par exemple, et puis baba, puis ma, puis mama, puis peut-être ta, puis tata. Il passe d'abord par ce stade. Après, il commence à former 2 lettres différentes, puis 3 lettres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Et puis, il sort des mots carrément parce qu'il entend ça de ses frères, de son entourage. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'être humain en venant sur Terre. Il a suivi les mêmes étapes qu'un bébé. Donc d'abord, elle reproduisait les sons des animaux, du tonnerre. Donc à ce moment-là, il ne connaissait pas encore leur nom. Il les désignait par les sons que son entourage émettait. Donc pour un chien par exemple, il faisait son cri, pour dire qu'il y a un chat par exemple, il miaulait, pour dire qu'il y a un lion quelque part, il gémissait, ainsi de suite. C'est pareil aussi pour un bébé. Pour un bébé, avant de lui dire que c'est un chien, d'abord on disait par exemple « how how ». On faisait miaou, c'est pour dire que c'est un chat. Voilà. C'est très important de connaître ces étapes pour pouvoir comprendre le mécanisme du langage et de la langue. Je dis, je vais essayer de schématiser parce qu'on ne peut pas dire ici, dans cette vidéo, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas parler du tout, parce qu'il y a énormément de choses. Ça s'est passé pendant des millénaires, tout ça, pour que l'être humain puisse développer son langage, pour qu'il arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est à vous d'imaginer un petit peu tout ce qui s'est passé. Moi je vais m'arrêter un petit peu là pour passer à autre chose. Maintenant je passe à une deuxième constatation. C'est que un sourd ne peut jamais parler. Et là, on voit la relation qu'il y a entre, si je puis dire, ce triangle, bouche, oreille, mémoire. Et d'après cette deuxième constatation que vient de dire, c'est-à-dire qu'un sourd ne peut pas parler, d'après cette constatation, je peux déduire que l'être humain ne peut être éloquent
c'est-à-dire sa langue ne peut prononcer des mots convenables, un langage convenable, que si sa mémoire est bien chargée. Elle est bien alimentée par des noms, par des verbes, par des structures, des phrases comme il faut, et pas simplement par des lettres, comme on vient de dire, qu'il imitait les cris des oiseaux, les cris des animaux. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Donc, il doit y avoir, on suppose qu'il doit y avoir, pour que la mémoire soit alimentée, quelqu'un de plus connaisseur, comme on fait avec le bébé. Avec le bébé, nous les adultes, on lui dit les mots. Ça c'est ça c'est le mur, ça c'est une vache, ça c'est... Et lui, il mémorise ça, et puis par après, il les reproduit. Et là, je rejoins une deuxième hypothèse. Cette deuxième hypothèse, il est soutenue par un verset coranique qui dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, qu'on peut traduire par il a enseigné à Adam tous les noms. On ne va pas s'attarder là-dessus sur quel nom et tout ça, parce que bon, il y a un tas d'explications. Bon, il juste signaler ça pour dire que là, on a quelque chose de très important auquel il faut quand même réfléchir, c'est que Adam va venir sur terre avec un bagage que Allah lui a donné. Allah qui l'a créé, c'est lui qui lui a donné un bagage, donc il lui a alimenté sa mémoire avec un tas d'instructions, un tas de noms, un tas de verbes, donc avec un langage avec lequel il va communiquer avec son entourage, plutôt avec ses enfants, sa descendance. Lui, il va l'enseigner à sa descendance. Et cette hypothèse, comme je viens de dire, soutenue par le verset coranique, mérite quand même réflexion. Elle reste valable jusqu'à preuve du contraire. Parce que bon, même les historiens et les archéologues peinent à trouver des preuves comme quoi l'être humain tout seul a pu développer, avec sa situation qu'on vient d'expliquer, puisse développer un langage aussi développé, aussi évolué que le produit qu'on a maintenant. Donc voilà, Adam se trouve par terre avec des instructions qu'on vient de dire, avec un petit langage, si on puisse dire, et puis avec un tas d'instructions, tas de des trucs qui vont lui servir à vivre sur terre. Comme exemple, ça c'est l'eau, ça sert à boire, ça sert à laver, ça c'est le ciel, c'est des montagnes, tu vas mourir, après donc ta vie tu vas mourir et tu vas revenir chez Allah. C'est des trucs comme ça qui vont lui servir pendant sa vie. Voilà, Adam, après, c'est à lui de développer ce langage, d'ajouter d'autres noms qu'il va trouver dans la vie, va développer avec sa descendance ce langage pour répondre à tous ses besoins et à toutes ses activités. Voilà, maintenant, la descendance d'Adam va développer le langage beaucoup plus, va enrichir son expérience, et il aura besoin, maintenant qu'il a acquis
des connaissances et du savoir, elle aura besoin à transmettre ce savoir et ces connaissances dans le temps et dans l'espace. Dans le temps pour les générations futures et dans l'espace pour les autres humains qui vivent ailleurs que là où ils se trouvent. Et là, elle aura besoin de ce qu'on va appeler par après l'écriture. Mais lui, pour le moment, il ne sait pas comment il va faire. Comment il va transmettre ses connaissances et son savoir, comme je viens de dire, dans l'espace et dans le temps. Et pour réaliser ça, l'être humain va se lancer dans une belle aventure. Il va réaliser une invention parmi les plus belles inventions de l'être humain, qui est l'écriture. Et pour essayer de faire ça, il vous faudra une idée géniale que l'être humain va réaliser. J'ai bien dit au début que tout ce que j'expose ici, ce ne sont que des constatations que j'ai faites et des hypothèses pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne viens pas avec des choses que, j'ai regardé ailleurs. Non. C'est des choses... Moi, j'ai fait des hypothèses pour expliquer des faits qui sont réels. Voilà. À mon avis, comment l'être humain est arrivé à l'écriture. L'idée est simple, mais elle est très géniale. Très géniale. L'être humain va commencer à mettre devant lui les mots que lui prononce. Par exemple, le mot table et le mot tapis. Lui, il constate que dans les deux mots, il y a un phonétique. Attention, on ne parle pas encore de lettres. Il y a un phonétique qui se répète. C'est table et tapis. Ta. Donc pour lui, il va essayer de piéger, si je puis dire, ce phonétique qui se répète, le T de taper, le T de table, par un symbole qu'on va appeler par après la lettre. Et puis il va prendre deux autres mots. Par exemple, bateau et bâton. Il va constater qu'il y a le B, qu'on va appeler par après le B. Mais bon, pour lui, c'est un phonétique qui se répète. Bâton et bateau. Il y a le B qui se répète. Il va le piéger par un deuxième symbole, qu'on va appeler par après la lettre B. Et ainsi de suite. Et par après, il va se retrouver avec 14, 15, ça dépend des langues. 14, 15, 26 pour le français, 28 pour l'arabe, et ainsi de suite. Voilà comme on dit, le château de cartes est tombé. L'idée est simple, piéger les phonétiques par des symboles, qu'on va appeler par après des lettres, et le tour est fait. C'est fini. On voit bien que l'être humain, quand on voit les inventions qu'il a faites, les découvertes qu'il a faites, sont toujours partis par des idées simples et des constatations. De simples constatations sur lesquelles nous, on les voit toujours, mais ils ne nous attirent pas notre attention. Parce que ce don de constatation n'est pas donné, à mon avis, je pense, je peux me tromper, mais bon, il n'est pas donné à tout le monde.
il faut le développer. Ce don de constatation, il est très important pour faire des découvertes, pour faire des inventions. Maintenant, vous allez me dire, mais bon, pourquoi il y a différentes langues d'alphabet, différentes lettres d'alphabet ça, c'est pas très difficile à expliquer parce que, bon, avant, chaque peuple dans son coin, loin les peuples étaient loin les uns des autres. Et alors, chaque peuple donnait des lettres différentes, enfin, c'est plutôt des symboles différents à des phonétiques qui sont communes à tous les êtres vivants. Bon, c'est pour cela qu'il y a différentes langues, mais il y a toujours un fond commun. D'ailleurs, le fond commun, c'est le phonétique, comme je viens de dire. Le phonétique, il est commun, parce qu'il est propre à l'être humain. Donc, pour résumer, les connotations phonétiques sont communes à l'être humain. Mais les appellations, les symboles que les peuples donnent à ces connotations phonétiques sont différentes, qui représentent les lettres de chaque langue. Ils sont différentes parce que c'est quoi les symboles? Ce sont des conventions. On se met d'accord. Convention, c'est se mettre d'accord sur quelque chose. Les Arabes se sont mis d'accord pour donner un symbole bien précis, la connotation phonétique de. Les linguistiques français ont donné un autre symbole pour la même connotation de. Les Arabes ont donné un symbole pour la connotation B. Les Français en ont donné une autre qui est connue bon, vous connaissez, qu'on va exposer tout à l'heure, Inch'Allah. Pourquoi j'ai fait tout ce voyage avec vous? C'est pour dire que cette langue, ce produit qu'on a maintenant, c'est un long processus qui s'est fait pendant des millénaires pour ne parvenir de cette manière finie qu'on a maintenant. Donc il faudra quand même faire un petit effort pour connaître les clés de cette langue. Pour nous, c'est la langue arabe. Il faut faire un petit effort au début que moi je ne vais pas faire de la manière traditionnelle. C'est-à-dire que je vais essayer de vous aider un maximum avec des explications, avec des approches avec le français, des comparaisons pour vous faciliter l'acquisition de ces lettres. Et puis, les comparaisons que je vais faire seront toujours entre la langue arabe et le français. Et il ne s'agit pas de comparer les deux langues. Il ne s'agit pas de montrer la supériorité d'une langue par rapport à une autre, parce qu'il n'existe pas, je ne pense pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une langue qui est... Il ne faut pas oublier que la langue arabe date de moins 15 siècles depuis l'arrivée de l'islam. Il a déjà existé bien avant, 4-5 siècles, je ne sais pas ça précisément, mais bon, la langue a derrière elle une histoire de 20 siècles à peu près. Il a été très très bien travaillé, surtout pendant la période islamique où on a mis les bases de la grammaire et de la conjugaison. Voilà, donc
Et pour déjà se lancer dans ce cours, si vous voulez, on va quand même noter certaines, comment je vais dire, particularités de la langue arabe. Pour ne citer que, par exemple, le fait que la langue arabe commence de droite à gauche, ça c'est facile à expliquer, je pense, c'est toujours mon avis. Je pense que les linguistiques arabes ont remarqué que la plupart des gens sont des droitiers, alors c'est plus simple, ils ont commencé de droite à gauche, il n'y a pas de secret là-dessus. Il y a la notion des voyelles. Les voyelles en arabe ne sont pas des lettres, comme en français, avec certaines complications qui se posent en français. Et je me rappelle quand j'ai appris au début, le cours de français, on a eu difficile au début, mais bon, ce n'est plus le cas, mais bon, au début, après avoir passé le A, le E, le O, puis ça commence à se compliquer avec le OU, avec le EAU, avec le, etc. On sait, donc, les combinaisons de ces voyelles entre eux pour produire un phonétique nouveau. Et ça, c'était quand même un peu difficile. En arabe, il n'y a pas ça. Il y a d'abord, les voyelles ne sont pas des lettres, comme je viens de dire. Ce sont des marques. On appelle harakat. Bon, peu importe le nom. C'est des trucs qu'on met sur la lettre ou au-dessous de la lettre. Les principaux sont 4. Il y a 3 lettres qui jouent parfois le rôle des voyelles. Parfois. Et quand ils jouent le rôle de voyelle, ils ne portent pas de signe, pas de marque. Mais quand ils jouent le jeu de consonnes, ils portent une marque pour dire que ce sont des lettres, ce sont des consonnes. Voilà. Il y a aussi la notion de duo qui n'existe pas en français. Donc c'est pour parler de 2 personnes. Il y a une manière de conjugaison pour les 2 personnes qui est différente du singulier, différente du pluriel. Alors qu'en français, il n'y en a que le singulier et le pluriel. En arabe, on ajoute la notion de 2 personnes. Il y a aussi la notion des temps. En arabe, il n'y a que 3 temps essentiels, plus un quatrième temps, qui est facile, parce que, bon, c'est le futur. Le futur, il est très simple, parce qu'il se base sur le présent. On ajoute une seule lettre pour le présent, il devient futur. Voilà. Donc, c'est pas 4 temps, c'est 3 temps. Et le 4e temps, il est facilement connu, donc il suffit d'ajouter une lettre au début du présent pour qu'il devienne futur. Pendant cette introduction, je vais quand même aborder une remarque très importante aussi. Qu'il faut noter. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de plusieurs fautes ou erreurs qu'on commet, surtout quelqu'un d'origine arabophone comme moi, et que moi j'ai remarqué quand je revois les vidéos, parfois je commets quelques erreurs. D'accord, si vous voulez, accord, comme on accorde un verbe, enfin pas le verbe, surtout les sujets, les adjectifs. Ça m'arrive de commettre moi aussi des erreurs et vous pouvez les remarquer. Bon, ce n'est pas très grave, hein, ce n'est pas très grave. Mais l'origine de ça, c'est quoi?
Moi, j'étais confronté à ce problème un jour où je donnais cours d'arabe à des jeunes. Je leur demandais de former des phrases. Et quand ils formaient les phrases, j'ai remarqué que pendant qu'ils faisaient constituer les phrases, ils commettaient des erreurs d'accord, comme moi je commets parfois quand je parle français. Au début, sincèrement, je ne savais pas l'origine de ce problème. J'ai commencé à réfléchir d'où ça vient ce problème. Pourquoi ces jeunes commettaient ces erreurs? Donc, j'avais donné un exercice, et puis comme moi-même, je n'avais pas compris l'origine du problème, j'avais laissé la chose telle qu'elle était, et je suis parti. À la maison, j'ai bien réfléchi à ça, et j'ai trouvé la solution. La solution, c'était quoi? C'est que, je vais donner des exemples, comme ça on est clair. Par exemple, en français, le ciel, les linguistiques francophones ont pris le ciel comme masculin. Oui, le ciel on dit. Les linguistiques arabes, ils ont pris ça, le ciel, sama féminin. Oui, déjà le problème. La même chose pour la mer. En français, c'est féminin. En arabe, al-bahr. C'est masculin. Alors, quand vous construisez pour quelqu'un, un francophone, qui a acquis, je dis bien, ces conventions, ce sont des conventions. Il a pris comme convention le ciel masculin. Quand il construit une phrase, l'accord qu'il fait, c'est un accord avec le ciel masculin. Un arabe doit faire le contraire. Un accord féminin. Et c'est ce que j'ai remarqué avec les jeunes. C'est bien, c'est avec ces erreurs qu'on apprend des choses. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas facilement maîtriser, parce que ça sort naturellement. Donc, c'est pour cela, moi, ça m'arrive de... Alors, pour revenir à ce que j'avais dit au début, que la langue a deux formes, une phonétique et l'autre forme, c'est graphique, et que, d'après ce que j'avais dit, que toutes les langues ont la forme phonétique est commune à toutes les langues. Donc, entre l'arabe et le français, il y a une base commune qui est le phonétique. Donc, vous le connaissez déjà. Et moi, quand je parle de phonétique, je préfère ne pas prononcer les lettres pour retrouver le phonétique d'origine. Je préfère ne pas prononcer, par exemple, en français, la lettre L, comme ça, ou bien la lettre D. Non. Il me suffit de retrouver l'origine du phonétique. Au lieu de dire B, je parle simplement de B. B. Et ce B, je le retrouve en français avec comme ici. Voilà, en rouge. Et le bleu en arabe, c'est celui d'en haut, en bleu. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de dire le ba comme en arabe. Non, je retrouve l'origine phonétique qui est B. C'est le plus important. Alors, pour L, en rouge, je dis simplement le en rouge du français, le en arabe,
chose pour que et pas ka. Elle est en rouge. Et l'équivalent en arabe, c'est que et pas le kaf, parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup de le prendre, c'est comme ça. J'aimerais bien retrouver l'origine phonétique qui est que. Pour les deux, c'est que. En arabe, ils sont en bleu. En français, ils sont en rouge. Et ainsi de suite pour toutes les lettres arabes et français. Et je vais dresser une liste de correspondance entre les deux langues. Bien sûr, avec les phonétiques restent les mêmes. Alors, pour commencer, et pour se lancer directement dans le cours d'arabe, on va faire plusieurs coups, comme on dit, avec la même pierre. Regardez en haut en français. Par exemple, le prénom Mohamed. Mohamed, donc, il y a le M, consonne, après O, voyelle, H, consonne, A, voyelle, M, consonne, A, voyelle et D, sans voyelle. Regardez en arabe, en bas. Bien sûr, en arabe, c'est de droite à gauche. Ne commencez pas par la gauche. C'est de droite à gauche. Alors, la première, c'est Noun en arabe. Au-dessus, il y a un truc. On va les expliquer par après. Mais bref, c'est la voyelle. C'est l'équivalent, je dis bien l'équivalent de la voyelle O. Après, il y a la lettre Ha. Bon, l'équivalent en français. Puisque le Ha n'existe pas en français, nous donnons une lettre, l'équivalent c'est H. Mais bon, mon Ha, c'est pour ça que les francophones disent Mohamed. En fait, c'est mon Ha, Mohamed. Après, il y a la lettre, la troisième, c'est la même lettre que la première, c'est M. C'est comme en français. Regardez, en français, il y a deux lettres M, et puis le H et le D. Les consonnes plutôt. En arabe aussi, il y a le 2M, la première et la troisième, et puis le Ha, et puis la dernière, c'est Del. De. Voilà, il ne faut pas prononcer que les phonétiques de. Remarquez bien combien de lettres en français il y en a. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En arabe, il y a 4 lettres. Les voyelles sont des marques qu'on porte sur la lettre ou sous la lettre. Donc ici, on fait en même temps, voilà, deux choses. On présente les consonnes et on présente les voyelles en même temps. Voilà. Bon, faites un petit peu d'effort parce que je n'ai pas un grand tableau. Le tableau sera présent quand on va donner les cours. Mais bon, ici, c'est juste un tout petit tableau que j'ai retrouvé à la maison pour écrire. Ça va? Alors, regardez ici. Un deuxième prénom, Fatima. En arabe, Fatima. Normalement, c'est T, c'est la lettre T. Et en français, cette lettre n'existe pas. En fait, le T en français, elle présente deux lettres en arabe. Une fois ta, une fois ta. Donc, en arabe, il y a deux lettres différentes, ta et ta. En français, les deux lettres sont représentées par une seule qui est la lettre T. Hein? Donc, la même chose, il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lettres en français,
alors qu'en français, qu'en arabe, il y a simplement 3, parce que les voyelles sont remplacées par des trucs, soit sur, soit sous. Donc jusqu'à maintenant, on a montré le truc en arabe comme pour Mohamed, le truc en haut, et puis il y a le truc, l'équivalent de A, donc l'équivalent de O, l'équivalent de A et l'équivalent de I. Regardez bien, le I, il est ici, son équivalent en arabe, c'est ça, au-dessous de la lettre. L'équivalent de A, c'est ce truc-là au-dessus de la lettre. Et pour Mohamed, on a vu qu'il y a un truc comme ça, aussi sur la lettre. Et pour, tout à l'heure, on avait vu deux avec un rond dessus. Donc, on a déjà l'équivalent de A, l'équivalent de O, l'équivalent de I, et l'équivalent de 2, qu'en français, il n'y a pas de voyelle pour le rond, là. Ça va? Donc, voilà, ici, j'ai essayé de représenter qu'on appelle harakat, l'équivalent des voyelles en français. Voilà, à droite, j'ai en bas le O, qui correspond au petit truc là au-dessus, il se porte sur la lettre. Après, il y a le A, son équivalent c'est ce petit trait qui se porte sur la lettre. Après, il y a le I, et là, il y a un petit trait que la lettre porte au-desssus, et puis il y a le petit rond là qui se porte sur la lettre, l'équivalent de, bon, plus ou moins le E. Parfois en français, le E se présente, parfois il ne se présente pas. Donc on a 3 trucs, harakat, je les appelle des trucs, 3 qui se portent sur la lettre et une qui se porte sous la lettre, une seule. C'est l'équivalent de I. Voilà.